Les partis politiques vont gagner moins d'argent. Leur dotation est rabotée de 5,3%. De quoi économiser près de 2 millions d'euros dans les finances publiques. Mais à quoi sert l'argent versé aux partis? Comment se finance-t-il? Et globalement, quel est le coût de notre démocratie basée notamment sur ses formations? Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec moi en plateau, Sophie Merckx, bonjour. Vous êtes députée fédérale pour le PTB. Olivier Maguin, bonjour. Vous avez été président de parti. Vous êtes aujourd'hui bourgmestre défi de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Vous parlez sous contrôle tous les deux de deux professeurs d'université. Marie Goranson, bonjour. Vous enseignez le management public à l'ULB. Et puis François Tulkens, vous êtes professeur de droit public à l'université Saint-Louis de Bruxelles. Merci à tous les deux d'être là. Sophie Merckx, 5% de moins dans les dotations publiques. Pour le PTB, c'était nécessaire, c'est pas suffisant. Vous dites qu'on pourrait aller plus loin? Oui, pour nous, c'est un petit peu du symbolique et de l'enfumage, comme je l'ai dit, parce que finalement, on va radoter de 5%, mais on va indexer, donc finalement, le montant va quand même augmenter. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que les partis politiques en Belgique, l'ensemble des dotations, c'est 75 millions d'euros. Et à côté de ça, vous avez encore une fois le personnel politique qui est payé aussi, donc pour environ 85 millions d'euros. Donc ça fait un ensemble de 160 millions d'euros par an. Quand vous comparez à des pays voisins, c'est beaucoup plus. Aux Pays-Bas, c'est 4 fois moins. En Allemagne, c'est 2 fois moins. Et donc, avec le PTB, nous proposons d'avoir ce montant réduit de moitié. Donc, une diminution de 50%. Ça, ce serait pour nous vraiment un acte fort pour dire on coupe aussi dans les finances des partis. Vous avez senti que les autres partis voulaient un peu garder leur argent pour eux, qu'ils ne jouaient pas le jeu, ou bien ils avaient des arguments, vous pouvez le reconnaître quand même, dans ce refus d'aller plus loin que 5%? Écoutez, non, les débats déjà c'était un petit peu spécial parce que ça a été vite fait dans une... C'était à la demande du gouvernement fédéral. Voilà, à la demande du gouvernement fédéral finalement, parce que le gouvernement fédéral a diminué de 8% le salaire des ministres, mais pour finalement aussi indexer de 10%. Donc là aussi, de nouveau, une diminution plutôt symbolique. C'était apparemment le consensus qui a été trouvé parmi les partis. Et donc, parfois, j'entends certains députés dire oui, il faut vraiment revoir le financement des partis. Et puis finalement, quand ça vient pour voter un texte, on nous vient avec ces petits 5%. Je pense que les citoyens étaient en attente de quelque chose de plus fort. Olivier Maguin, vous avez été président de parti. Quand vous étiez à la tête de Défi, c'était combien votre budget? Est-ce que vous jalousiez un petit peu celui des plus grosses formations? On regarde quand même un peu dans l'assiette du voisin de temps en temps. Je crois que de tous les partis politiques, c'était le budget de mon parti qui était le plus faible. Mais ça vous désavantageait? Attendez, donc c'était moins d'1 million d'euros, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus d'1 million d'euros. Je ne suis plus gestionnaire des finances de mon parti. Mais plus fondamentalement, oui, bien entendu que... D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu une dotation publique aux partis pour leur financement? Pour mettre fin au financement privé de donateurs. Alors, je sais bien qu'on peut encore aujourd'hui faire... pour 500 euros par an maximum, dont un parti politique à titre privé, personnel, mais donc, il a fallu mettre société. Fin à une pratique Il fallait mettre fin à quoi? Au système de financement qui soit venait de l'étranger pour certains partis. Partis communistes, ils se finançaient entre eux, ils recevaient des financements venant... Ça a été prouvé. Le Parti communiste français se faisait financer par Moscou, par exemple. Ça a été prouvé. Donc, il fallait mettre fin à des pratiques comme celle-là, ou il fallait aussi mettre fin à du financement venant d'entreprises privées. Soyons clairs. J'ai connu des partis qui allaient faire le tour d'entreprises privées. Alors, liées ou pas des marchés publics, c'était le soupçon, évidemment. Donc, tout ça a été banni, et c'est une réforme. Et je dois reconnaître qu'il y a plusieurs parlementaires qui ont joué un rôle, et si j'ai même parfois des différends avec lui sur certains sujets, un homme a été très actif sur cette question, c'est Louis Michel au Parlement. C'est un des parlementaires, moi je me souviens, j'étais jeune parlementaire et j'ai travaillé sur cette question, et il était très ferme en disant il faut mettre fin à cela. Alors, avec votre petit million à Défi, oui. Quels étaient les gros postes finalement? À quoi ça servait ce million? C'est conséquent, 1 million. Ça sert à financer du personnel, des collaborateurs, pour suivre le travail politique, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Moi, j'ai connu l'époque où un mandataire politique, un parlementaire, n'avait pas une seule assistance. Pas une seule assistance. Et puis après ça, on a commencé à avoir une assistance
un mi-temps par parlementaire comme attaché parlementaire, puis un temps plein, et puis les groupes ont commencé à bénéficier d'une certaine reconnaissance. Alors on peut évidemment discuter du coût, c'est vrai. Moi je discute surtout du contrôle de l'affectation des moyens financiers donnés aux partis, aux groupes parlementaires, quant à la manière dont on vérifie si cet argent est utilisé aux fins d'utilité publique pour lesquels l'argent est octroyé aux partis ou aux groupes parlementaires. C'est là que je crois qu'il faut travailler. On peut discuter des montants à l'infini. Vous savez, il y a des gens pour qui, même en diminuant de 50%, on considère que toute dépense pour la démocratie ou pour un parti, c'est quoi? Des privilégiés, quoi? Des gens qui s'en mettent plein les poches. Non. S'il y a un vrai contrôle indépendant, détaché du Parlement lui-même, soit par la Cour des comptes, soit par un organe totalement indépendant des partis politiques, moi, je suis preneur de dire qu'un financement correct des partis, on peut discuter de savoir la proportion à l'infini, mais c'est le contrôle de l'affectation des moyens qui me paraît être le véritable enjeu. Et là, il y a des améliorations à faire, que nous recommande d'ailleurs quelle instance? Le Conseil de l'Europe, qui est une instance démocratiquement représentative de ce qu'on veut comme idéal démocratique en Europe, et il y a des propositions très concrètes sur le contrôle des partis politiques. Merci pour tous ces éléments. François Tulkens, il est unique notre modèle de financement, ou dans d'autres pays, il y a des systèmes comparables, voire inspirants peut-être pour la Belgique? Je n'ai pas fait d'études de droit comparé, je dois vous le dire, mais ce phénomène, chez nous, il a pour principal problème que l'on finance à la fois une administration qui sert à la gestion de l'intérêt public, qu'on finance des partis, et que parfois aussi on finance des consultants, des tiers. Et on peut se demander parfois si on ne paye pas 3 fois pour le même travail. Et donc une question complémentaire de ce qui vient d'être dit, c'est l'articulation entre le rôle parfois très important des partis et d'autres instances qui servent aussi l'intérêt général, et je pense spécialement à l'administration. Marie Goranson, les administrations qui sont parfois vidées de leur personnel, pas pour les partis, mais pour des cabinets ministériels, c'est un mythe ou c'est une réalité, ça? Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord un tout petit peu clarifier le débat, parce qu'on va dans différentes directions. Ici, on a mis en cause, et en tout cas c'est votre point de vue, l'ampleur de ce financement. Je pense qu'il faut quand même comprendre dans une certaine mesure comment ce financement est composé, parce que ce qui est limité ici, c'est la dotation directe aux partis, mais il faut savoir que en fait, ce n'est qu'une partie du financement public des partis. Donc, en fait, dans le financement des partis, il y a la dotation directe. À partir du moment où on a un représentant à la Chambre, on va avoir accès, et il y a une part fixe et une part variable. C'est ce qui explique que, par exemple, Défi n'avait pas un financement, une dotation publique aussi importante que d'autres partis, puisque cela repose sur le succès électoral à la Chambre. Il faut savoir aussi qu'à côté de cela, il y a un financement indirect des partis qui est encore plus important. Parfois, ils sont équivalents, parfois, il y en a un qui passe devant l'autre. C'est le financement des groupes parlementaires. Donc là, c'est du financement qui est donné pour que les groupes parlementaires fonctionnent. Mais cette manne-là est très importante et va aussi revenir au parti dans sa globalité, notamment pour financer ses ressources. Et donc là, on en vient à cette question des ressources qui est très importante, de savoir ces ressources humaines, globalement, il y en a énormément dans un parti, ils sont dans les groupes parlementaires, ils sont dans les instances des partis, dans les centres d'études, et puis alors peut se poser la question des ressources qui sont dans les cabinets ministériels, et aussi la question des attachés parlementaires. Là, évidemment, ce sont des ressources, encore une fois, indirectes, puisqu'elles ne sont pas payées directement par le parti. Les cabinettards, comme on les appelle, eh bien, ils sont payés par des budgets des gouvernements. Et donc, voilà, toutes ces ressources sont là, travaillent d'une façon ou d'une autre, parfois exclusivement, parfois partiellement, à la visibilité du parti. Et là, on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est assez normal qu'il y ait autant de ressources qui soient affectées à la visibilité du parti? On entendra Sophie Merckx là-dessus, parce qu'effectivement, votre parti a dû voir ses recettes augmenter. Mais Olivier Minguin, oui, comme président de parti, vous étiez à la tête d'une petite armada comme ça, parce que vous aviez les collaborateurs parlementaires, 2 députés au fédéral, plusieurs à la région, les cabinets ministériels, vous avez mis des ministres fédéraux. Oui, comme le rappelle la professeure, en ce qui concerne le financement, c'est très lié à proportionnalité des résultats électoraux. La question qu'elle pose, c'est est-ce que c'est moral et est-ce que c'est transparent? Alors, moi je vais être très clair, si on veut garantir l'indépendance des pouvoirs, et particulièrement des mandataires élus, oui, un financement public me semble une bonne règle.
Je dirais que le pays qui a été le plus en avance dans ces thèmes, il y a bien longtemps, c'est le Québec. Et on s'est beaucoup inspiré d'ailleurs. Dans nos travaux, dans notre réflexion, on s'est beaucoup inspiré du Québec qui était très, très en pointe à un moment donné. Alors, fondamentalement, oui, un financement public. Le problème, c'est, comme je l'ai dit, le contrôle de l'affectation des moyens. Est-ce qu'on affecte bien les moyens qu'on reçoit pour le financement d'un groupe parlementaire au fonctionnement du groupe parlementaire et pas, par exemple, à la communication sur les réseaux sociaux, pour prendre un autre exemple? Est-ce qu'on affecte bien les moyens qui viennent pour financer un parti à son fonctionnement démocratique interne? Et là, j'introduis une réflexion que je trouve importante et qui existe dans d'autres droits publics, et dans nos pays proches, en Allemagne par exemple. On a contraint les partis à répondre à des exigences de statut juridique, de sorte qu'il y ait une transparence dans son fonctionnement interne et une transparence dans sa gestion du financement qu'il reçoit. Si je ne me trompe pas, c'est uniquement pour la SBL qui reçoit les fonds. Hein, pour le moment, ce reste, n'est que la SBL qui reçoit les fonds. Mmh. Tandis qu'en Allemagne, le parti en tant que tel, car il faut quand même bien le dire que les partis font partie du fonctionnement institutionnel de l'État. Il n'y a pas de honte à cela. Parce que je crois qu'il faut, une fois pour toutes, faire taire ceux qui disent les partis, ce sont des profiteurs, et ainsi de suite. Non. Les partis participent au fonctionnement démocratique comme d'autres groupes organisés. Donc, donner un statut aux partis politiques, les forcer à avoir un statut démocratique interne, exiger des procédures de contrôle, de possibilité d'aller en recours en justice contre des décisions, même internes dans les partis. Voilà ce qui sont des avancées démocratiques. Ça se fait en Allemagne, ça ne se fait pas encore chez nous. François Klintgens, il y a moyen d'améliorer quelque chose dans le statut des partis pour avoir plus de moralité, plus de transparence. C'est possible sur le plan du droit ou à un moment donné... Tout à fait possible au plan du droit, si on le veut, mais il y a aussi un respect de la liberté d'association. Et il y a une volonté des partis de choisir une forme juridique existante ou d'être plutôt une association de fait. Et il y a des propositions pour dire qu'il faudrait mettre fin à cela. Mais les partis sont frileux là-dessus, n'ont pas seulement envie d'avoir des contrôles externes. Et puis un parti peut fonctionner différemment d'un autre. Faut-il un seul modèle juridique obligatoire? Je n'en suis pas certain. Par contre, effectivement, si on est sensible à l'idée que, je crois tout le monde, de garder uniquement le financement public pour éviter les dérives d'un financement privé, il faut un contrôle. La loi prévoit une comptabilité ouverte, mais dans quelle mesure est-elle assez ouverte? Et effectivement, quel type de contrôle pourrait-on avoir et les confier à qui? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les partis sont un peu jugés partis, quoi. Ils sont autocontrôle via le Parlement. Je voudrais entendre Sophie Merx, quand même, qui est en retard de temps de parole par ailleurs. Vous avez vu, avec l'arrivée de députés de la Constitution, de véritables groupes de votre parti, le PTB, augmenter vos moyens. Vous pouvez reconnaître aussi que ça vous a permis de mener plus d'actions. Vous êtes plus efficace aujourd'hui en tant que parti politique? Oui, effectivement, maintenant, nous recevons aussi cette dotation. Et comme Madame a expliqué, il y a eu effectivement à un moment donné la dotation. Et puis, par exemple, comme M. Minguet a expliqué, avant, il n'y avait pas de collaborateurs parlementaires, mais on avait la dotation pour la fraction. Et puis, en fait, on a commencé à payer des collaborateurs parlementaires et la dotation de la fraction a continué à exister. Et donc, le système, finalement, il a gonflé, avec, par exemple, aussi les 2000 cabinetaires en Belgique. Donc, c'est quand même énorme avec tous les gouvernements qu'on a, etc. Et donc, je crois que chaque fois, on vient aussi nous parler sur qu'est-ce qui est fait par cet argent. Et je crois que c'est une discussion qu'il faut avoir, à quoi dépense l'argent. Mais la première discussion que je constate que la plupart des partis tournent toujours autour du pot, c'est quand même aussi le montant qui est fort élevé quand on compare par rapport aux autres partis. Et puis, par rapport au financement public ou privé, je trouve que ce qui est important aussi de garder, en tout cas c'est le point de vue de notre parti, c'est qu'une partie du financement reste du financement privé dans le sens où ça reste aussi les cotisations des membres. Parce qu'il ne faut pas non plus arriver à ce qu'un parti soit uniquement financé par l'État et qu'il n'y a pas de cotisation de membres qui est fait. Et donc nous, on est par exemple pour l'idée que pour chaque euro public, il y a 1 euro de cotisation de membres qui rentrent aussi. Ainsi, voilà, le parti, il a aussi le devoir d'être un parti de membres actifs et de représenter aussi des gens, des membres, etc., qui contribuent à ce parti. D'ailleurs, c'est important aussi pour rester indépendant. Le jour qu'on a moins bons résultats aux élections, forcément la dotation diminue et on peut continuer à exister, à être sur le terrain. Je voudrais revenir sur un des éléments que Marie Goranson évoquait, c'est ce financement un peu indirect des partis via les groupes parlementaires, les collaborateurs de cabinet qui travaillent à l'image du parti. 348 collaborateurs pour le seul gouvernement bruxellois
Qui ici dit c'est trop, on doit faire mieux? Sophie Merx, vous trouvez qu'on peut baisser le nombre de collaborateurs ministériels à Bruxelles? Olivier Marga, Oui, moi je peux en parler parce que c'est pas un débat qui est nouveau. Comment ça se fait qu'on en est tellement plus à Bruxelles? Oui, ok, il y a notre complexité institutionnelle, mais encore. Oui, ça joue. Est-ce qu'un ministre a vraiment besoin d'une quarantaine de collaborateurs en moyenne? Les groupes linguistiques, les partis, puisqu'on sait que former une majorité à la région bruxelloise, c'est une large coalition, dédoublée sur le plan linguistique, bien plus encore peut-être qu'au fédéral. Hein. Et quand on aborde ce sujet en négociation gouvernementale, c'est-à-dire quand on ne fait pas, c'est le sujet qui chatouille tout de suite beaucoup, parce que on vous dit oui, mais vous avez l'avantage d'être un plus grand parti et nous sommes plus petits, et donc si on n'a pas... Bon, voilà. Soyons honnêtes, ce n'est pas un débat... J'entends bien les propositions, moi je suis très ouvert à tous les débats, mais je dis tout simplement que ce n'est pas aussi simple que ça de faire évoluer tous les partis. Oui, c'est vrai que ce sont les partis qui doivent accepter de modifier les règles. Voilà, c'est aussi simple que ça, et donc il faut parvenir à persuader. Mais plus fondamentalement, la fonction des cabinets ministériels, moi je la distingue quand même de ce qu'on peut appeler le financement des partis, soyons de bon compte. On n'est pas dans du financement de partis en ce qui concerne les cabinets ministériels, et il est hors de question d'avoir des transferts de quelque nature que ce soit entre les cabinets ministériels. On sait par exemple qu'il y a des réunions de communicants, de tous les communicants d'un même parti qui sont pas au siège du parti. Donc il y a quand même des ministériels par définition a une fonction de soutien politique au ministre, bien entendu, et qui a une relation avec son parti, c'est aussi très démocratique. La véritable complexité en Belgique, elle n'est pas propre à Bruxelles, c'est que les cabinets ministériels sont en permanence des instances de négociation interpartis. Le fonctionnement des cabinets ministériels, et c'est ce qui fait qu'on recherche même généralement quand on engage et qu'on est quand même conscient des responsabilités qu'on a assumées, on cherche quand même des profils très techniques, très spécialisés, très compétents. Il ne faut pas croire que ce n'est que la faveur du président du parti qui veut placer les gens de son réseau. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, il y a bien entendu parfois une concertation entre le ministre et le président du parti, surtout pour le choix du chef de cabinet, parce que c'est une fonction très, très, très politique, mais c'est toujours des grands serviteurs de l'État qui généralement sont appelés à ces fonctions-là, ou des gens qui ont une grande expertise. Mais plus fondamentalement, les cabinets ministériels passent leur temps à négocier sur tous les textes de loi qui sont en débat au sein des gouvernements. Alors on peut trouver cette méthode détestable. Moi, je peux concevoir cela sans problème. Je dis qu'en réalité, dans le système constitutionnel à la proportionnelle qui est la nôtre, qui fait que pour former des coalitions gouvernementales, aujourd'hui on est obligé de mettre quasiment 6, 7, 8 partis autour de la table, oui, à chaque fois que vous voulez concrétiser la déclaration, les engagements gouvernementaux, il faut négocier la mise en œuvre. Et il faut des experts dans les cabinets ministériels. Alors, on peut considérer que ça dépossède l'administration, c'est vrai. Et la question est de savoir comment on rééquilibre le jeu avec l'administration. Moi, je pars de mon expérience de bourgmestre. On n'a pas ça au niveau communal. Et les communes fonctionnent très très bien. Et donc je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être se dire que cette sorte de négociation politique permanente qui est propre à la Belgique au niveau gouvernemental est finalement ce qui affaiblit le bon fonctionnement de nos institutions. Et c'est à revoir fondamentalement. Nos cabinets, il y en a trop, ils pèsent trop sur nos administrations. Il y a un problème de management public à Bruxelles, on peut le reconnaître sans être démago populo. Donc moi je ne vais pas parler simplement de la situation à Bruxelles, puisqu'elle est exactement la même aux autres... Oui, on est sur BX1, donc je bruxellise. Voilà, les instances fédérales, la communauté française... Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon, mais en Flandre et aussi en Wallonie, parce qu'il faut aussi parfois mettre en évidence, on met toujours en avant la bonne gouvernance flamande, mais le problème est exactement le même en communauté flamande. Donc c'est vrai que nous avons des cabinets ministériels extrêmement importants qui ont cette capacité de négociation et parfois ce n'est pas pour le meilleur que cette négociation prend place, parce qu'il y a effectivement des experts qui peuvent négocier ligne par ligne chaque texte, quitte parfois un petit peu aussi à dénaturer certaines politiques, puisque en fait on essaye de mettre en avant la patte de son ministre et on va dire « Ah mais j'ai décroché ça et ce sera très visible pour tout le monde que ça vienne de mon parti ». Donc voilà, on a quand même ce jeu-là qui est fait, mais plus fondamentalement, effectivement, la question du rôle des cabinets par rapport à l'administration est tout à fait problématique, puisque les cabinets, dans une large mesure, déresponsabilisent l'administration, la politisent également, on pourra revenir sur ce point, mais en gros, ils vont eux-mêmes prendre l'initiative, et à la question que M. Marguin posait, on peut se dire, en fait, si on a une haute administration qui est compétente et qui comprend les enjeux politiques, il n'y a aucune raison pour avoir des cabinets qui font tout le boulot. On pourrait très bien avoir une haute administration qui soit aussi capable d'aller négocier le contenu des textes
quand je dis ça, en Belgique, parfois, on hausse les yeux en se disant que ce n'est pas du tout possible. Dans plein de pays, ça se fait sans aucune difficulté. François Tulkens. Oui, en France, un décret de 2017 dit qu'un ministre ne peut avoir plus de 15 collaborateurs. Bon, c'était 10 d'abord, et puis on a quand même monté à 15, évidemment dans des systèmes majoritaires. On ne passe pas son temps, comme vous le dites, à négocier, et on a besoin autant de partenaires autour de la table. Donc parce que ce qu'on entend souvent chez nous, c'est qu'il faut des cabinets importants, parce que les administrations sont politisées, elles ne sont pas de la même couleur que le ministre. Voilà. Marie Goranson n'est pas d'accord, soupire. Non, mais il est classique qu'il y a un manque de confiance dans le chef du ministre vis-à-vis de l'administration, qui constate que certains renaclent parfois, pour des motifs légitimes ou pas, et donc préfère avoir une garde rapprochée la plus étendue possible. Alors qu'effectivement, on pourrait plus compter sur les compétences et que chacun admette qu'on met ce côté partisan de côté. On admet le ministre qui est là et on travaille dans le sens qui est indiqué. Avec une garde limitée à 15 membres, par exemple. Sophie Merks, brièvement. Il faut quand même dire que par rapport au ministre-président, par exemple, bruxellois, il a quand même, si mes informations sont bonnes, 82 collaborateurs. Et pour un peu plus d'1 million d'habitants sur la région bruxelloise, alors que je ne suis pas du tout pour les partis flamingants. Voilà, il y en a 41 pour le ministre Jambon en Flandre, donc c'est déjà la moitié pour beaucoup plus de flamands que de bruxellois. Donc je crois qu'il y a quand même vraiment un souci. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que même les 41, c'est beaucoup trop. Et quand on regarde aux Pays-Bas, par exemple, un ministre, ben voilà, il a 3 collaborateurs apparemment. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas comme en France 15, mais c'est 3, c'est quelques collaborateurs et pour le reste, on travaille avec l'administration. Marie Goranson, en quelques secondes, parce qu'après, c'est l'argument recevable. Monsieur Tulkens parlait tout à l'heure du système majoritaire. Aux Pays-Bas, nous avons aussi un système de coalition. Au Danemark, le système de coalition est aussi extrêmement compliqué, si même pas plus, parce qu'il y a des gouvernements minoritaires et il n'y a pas de cabinet ministériel. Donc l'argument parfois de dire c'est parce qu'on est dans un système de coalition qu'il faut plus aller chercher le consensus au sein des partenaires. En tout cas, quand on se tourne vers l'étranger, il n'est pas toujours recevable. Allez, je vous remercie. Vous allez avoir tous les 4 une dernière fois la parole. Et d'abord un jingle. Et vous l'avez vu apparaître en toutes lettres, l'argument recevable. Olivier Minguen, vous avez entendu un argument recevable? Allez, par exemple, chez Sophie Merks. Oui, non, moi je rejoins, et on peut partager cet objectif, de dire qu'on doit revoir le rapport entre cabinet ministériel et administration publique. Moi je suis fils de fonctionnaire. Et je connais l'importance que peut avoir une fonction publique dans la continuité de certains projets et dans les capacités techniques de l'administration. On croit toujours que l'administration est faible, ce n'est pas vrai. On a d'excellents fonctionnaires et de fonctionnaires très bien formés. Donc je crois que, alors ne sous-estimons pas, dans certains autres pays, il y a parfois en réalité entre le cabinet ministériel et l'administration des cellules d'interface. Bon, ça se complique de pays à pays, mais peu importe. Je crois qu'en effet, ce que nous avons intérêt à faire, c'est à renforcer le rôle majeur de l'administration dans son rôle de conception, de prospective et de gestion au quotidien des services qui lui sont confiés. Sophie Merks, ce que l'on fait très bien dans les communes et à d'autres niveaux de pouvoir. Je dois dire que quand M. Minguen a dit, voilà, il y en a qui disent tous pourris, donc je ne suis pas du tout venue ici pour dire que tous pourris, mais je pense que le financement actuel tel qu'il est fait et le fonctionnement des cabinets n'aident pas du tout à ce que les citoyens voient autre chose. Et donc je crois que là, il y a quelque chose à faire. François Tulkens, c'est un argument recevable pour le professeur que vous êtes? Oui, tout à fait. L'idée que les coalitions n'empêchent pas d'avoir des cabinets réduits. En réalité, et qu'il ne faudrait pas croire que tous les partis de la coalition doivent être partout tout le temps, pour tout voir, tout surveiller. Et en réalité, il faut laisser la place au ministre qui est en place et travailler à un niveau avec l'administration et entre les ministres. Marie Goranson, il y avait un argument recevable en termes de management public autour de la table aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'argument de mettre en évidence les compétences et les qualités de l'administration et de la haute administration. Je pense que c'est vraiment dans cette voie qu'il faut travailler. Beaucoup de programmes de formation sont maintenant mis en place, ils passent beaucoup d'examens et voilà, les idées anciennes des hauts fonctionnaires nommés à vie qui ne travaillaient pas, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir et voir une nouvelle administration présente, compétente et qui est tout à fait prête à s'investir dans la politique et dans le soutien de leur ministre. Merci à tous les 4 d'être venus. On se retrouvera très bientôt sur BX1, d'autres thèmes et de nouveau beaucoup de questions.